Des volontés politiques, mais ne se repose pas sur des données scientifiques. Des volontés politiques, mais ne se repose pas sur des données scientifiques. Vous expliquez que de la même manière, au moment de l'apparition du variant Omicron, le gouvernement a précipité ses annonces pour accélérer la troisième dose, alors que vraisemblablement aucune donnée scientifique. Parce qu'il y a des milliards de doses en stock qui vont se périmer. En fait, moi je l'avais dit cet été, attention cet hiver, ce sont les vaccinés qui vont se planquer, être isolés, qui vont souffrir du virus. On m'a traité de... je ne veux pas aller trop loin parce que j'ai des menaces du Conseil de l'Ordre, donc je ne parlerai pas trop de ça. En plus, quand Olivier Véran l'année dernière a dit je vais doubler le nombre de lits de réanimation, qu'il a continué à les diminuer et qu'il a fermé presque 6 000 lits de médecins, 6 000 lits d'hôpitaux, pardon. De toute façon, on voit bien la logique du gouvernement, c'est de fermer l'hôpital public, c'est de supprimer la sécurité sociale, c'est même pas caché, mais beaucoup de politiciens le disent, ils savent que si Emmanuel Macron est réélu, bon voilà, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus d'hôpital public, parce que les gens allaient se faire tester, ils faisaient la queue dans la rue, c'était gratuit. On a dépensé des sommes folles pour les vaccins, etc. Et quand on voit ces milliards dépensés, que je vois que la construction d'un nouvel hôpital, c'est quelques centaines de millions d'euros, c'est pas un milliard. Quand on voit que quelques postes d'infirmières en plus, ça coûte rien par rapport à ce qu'ils ont dépensé pour cette crise dans des mesures complètement délirantes, je me dis que c'est forcément une volonté délibérée, on ne peut pas dire le contraire. Ça m'avait coûté ma Légion d'honneur à l'époque, parce que quand j'étais conseiller avec Roselyne Bachelot pour gérer les épidémies, son cabinet m'a dit tiens Christian, on va donner la Légion d'honneur. Et puis après, il y a eu la grande manifestation contre la loi HPST, c'est Hôpital Patient Santé Territoire, qui était la grande loi qui était voulue par Nicolas Sarkozy. J'étais en tête à Montparnasse le matin, je tenais la banderole devant, parce qu'à la gare, je m'étais arrivé un peu en avance. Il y avait les banderoles de la CGT derrière, je n'étais pas spécialement CGT, enfin c'était assez impressionnant. Et j'étais dans toutes les télés, dans des journaux, des hebdomadaires avec ma photo. Et du coup, Roselyne Bachelot a mis ma Légion d'honneur à la poubelle. Bon, tant pis, j'en suis fier finalement. Comment vous expliquez que dans un pays comme la France, où la couverture vaccinale est l'une des plus importantes en Europe, le nombre de contaminations soit toujours aussi important, sans que personne n'en vienne à interroger cette stratégie vaccinale du gouvernement, ce tout vaccin sans aucune autre solution ne soit envisagée? Comparer juste les pays qui n'ont pas vacciné, les pays qui ont vacciné à tour de bras, et regarder les résultats. Il y a des pays où il n'y a plus d'épidémie, les pays où l'épidémie continue, c'est tout. Il suffit de regarder les cartes du monde. C'est très facile d'avoir la docilité du peuple, il suffit de leur faire peur. Et quand Macron a donné 2 milliards d'euros aux journalistes, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit lui-même il y a quelques semaines, comme par hasard, quelques mois avant la campagne présidentielle, 2 milliards d'euros, alors soi-disant l'État est fauché, qu'on ne peut pas donner 10 millions pour des infirmières, 2 milliards d'euros pour la presse qui est déjà gavée d'argent, quand on sait que Big Pharma est un des premiers sponsors des médias. On parle des médias qui sont un peu sous influence, quand on sait que la fondation Bill Gates a donné des millions au Monde et à d'autres journaux, tous ces gens-là sont gavés d'argent et on ne peut pas avoir une ligne de parole et libre. Quand on reçoit autant d'argent, c'est pas possible. Moi, vous savez, quand j'ai présidé la politique vaccinale française pendant des années, j'ai été approché par un de ces pharmaceutiques. Tiens, Christian, vous voulez pas aller dans telle réunion, machin. Je voyais bien le coup. Si j'avais voulu, j'aurais pu être millionnaire. J'ai jamais profité de ma position forte en santé publique pour prendre un sou des laboratoires pharmaceutiques. Quand j'étais invité à des congrès, j'ai participé quelquefois à des réunions, à l'époque, il y a longtemps, dans des réunions d'experts qui étaient rémunérés, mais ça fait des années que j'avais renoncé à ça parce que je trouvais que c'était malsain. L'avis du Haut Conseil de la Santé publique sur l'hydroxychloroquine, quand Olivier Véran a saisi le Haut Conseil le lendemain de la publication de l'article frauduleux du Lancet pour faire croire que la chloroquine ne marchait pas, était toxique, c'était fait dans des conditions totalement illégales. Il n'y a pas eu de réunion de vote de la commission. Ils ont fait un groupe où il y avait des membres du Haut Conseil, des membres qui étaient des membres extérieurs. Ils n'ont pas du tout tenu compte des conflits d'intérêts. Ça a été lamentable la façon dont ça a été géré. En plus, c'est écrit, on peut le vérifier. Il n'y a eu aucun vote, aucune déclaration. Les gens n'ont pas été exclus. On voit que nos institutions ne sont plus respectées. Et quand j'ai vu ça, parce que moi, depuis la loi Bertrand, l'affaire du Mediator, toutes les réunions du Haut Conseil de la Santé publique sont enregistrées. Il y a un secrétaire qui tape à l'ordinateur un compte-rendu de séance que, quand j'étais président, je signais. On nous avait dit, bon, maintenant, voilà, c'est enregistré parce que vous prenez des décisions importantes pour la santé publique. Si un jour, il y a quelqu'un qui critique ou qui a un scandale, il faut pouvoir retrouver ce que vous avez dit, les traces. Et on nous avait dit, tout sera accessible à n'importe quel citoyen français via la CADA. C'est la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, bien sûr, quand j'ai vu ça avec des amis, avec des avocats, on a demandé à avoir accès aux documents par la CADA. On a dit, mais il n'y a pas de documents. Rien n'est enregistré aujourd'hui. C'est ce qu'on a cru comprendre parce que nous, on a demandé. C'est quand même scandaleux. Après, du coup, il y a un recours qui a été fait au Conseil d'État, une plainte. Le Conseil d'État dit non, tout va bien, d'accord, ça ne s'est pas fait comme d'habitude, mais c'est normal, il y avait l'urgence sanitaire. Alors là, je suis tombé de ma chaise parce que c'est moi-même avec d'autres collègues, on avait créé une procédure d'urgence. C'est-à-dire que s'il y a urgence, un ministre nous saisit pour donner un avis dans les 24 heures, on peut parfaitement le faire. À l'époque, on le faisait par téléphone, maintenant on peut le faire par visioconférence. On se met d'accord sur un texte, on échange par mail, puis on vote par voie électronique. On peut tout à fait en moins de 24 heures donner un avis bien sourcé, signé par tout le monde, en ayant exclu les gens qui avaient des conflits d'intérêts. Mais là, ils n'ont pas exclu parce que le président, vice-présidente et 2 membres éminents avaient des conflits d'intérêts majeurs, ils n'auraient même pas dû participer à la discussion. Donc, tout se fait de façon illégale. Et maintenant, on est dans un État, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État valide que des choses illégales. Et donc, je pense qu'on n'est plus en démocratie aujourd'hui. C'est horrible de dire ça, mais quand je vois que le Parlement ne sert plus à rien, qu'il y a quelques députés aux ordres qui sont là à minuit, quand ils n'ont pas voté dans le bon sens le premier coup, le ministre vient la nuit pour les faire changer d'avis, qu'il y a un Conseil de défense, alors on n'est pas en guerre, que je sache, pour une maladie qui tue très très peu, qui tue autant maintenant que n'importe quelle grippe ou virus respiratoire. Tous ces conseils de guerre, conseils scientifiques à l'Élysée, on ne sait pas sur quoi ils s'appuient, tout est secret. Donc voilà, pour moi,
moi, j'étais amoureux de la démocratie française. J'admirais le général de Gaulle. Maintenant, on n'est plus dans cette France-là. Je suis inquiet parce qu'on voit qu'on est en dictature. On voit qu'il y a de la manipulation de masse. Il suffit de se référer à Göring quand on lui demandait comment vous obtenez tout du peuple et sa docilité. Il disait il suffit de lui faire peur. Quand on voit que maintenant, par exemple, l'obligation vaccinale sur un produit expérimental, c'est interdit dans la loi française, européenne. C'est contraire au code de Nuremberg. Et pourtant, ça passe. Et le Conseil constitutionnel valide tout ça. Quand on sait que Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, son fils dirige McKinsey France, qui a reçu beaucoup d'argent de l'État pour faire la publicité sur les vaccins. Là, je dis, ça ne va plus dans cette démocratie. Jamais on a autorisé une vaccination nouvelle chez une femme enceinte. C'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Déjà, pour qu'un vaccin, normalement, soit autorisé, il faut 10 ans. Là, en 3-6 mois, avec des études même pas terminées, qui sont toujours en phase expérimentale, on a autorisé la commercialisation conditionnelle de ce vaccin. Donc, déjà, c'est bizarre. Mais après, quand il y a un vaccin normal qui, après 10 ans, arrive sur le marché, il faut attendre au moins 10 ans de recul de la pharmacovigilance pour l'autoriser éventuellement chez la femme enceinte. On a vu l'exemple avec le vaccin de la coqueluche. Les femmes enceintes, les nouveau-nés pour faire des coqueluches graves, mais soit la femme se faisait vacciner avant d'envisager d'avoir un enfant. Si elle était enceinte, on disait c'est trop tard, il faut attendre l'accouchement pour vous vacciner. Mais jamais on a vacciné une femme enceinte dans ces conditions. Et quand j'ai vu Olivier Véran annoncer à la télé il y a quelques mois, jamais on vaccinera les femmes enceintes, et puis quelques mois après on le voit lui-même avec son masque injecter une femme enceinte, c'est quand même quelque chose de terrible, de jamais vu. Comment vous voyez l'issue de cette crise? Parce qu'on a l'impression que vague après vague, le gouvernement n'a jamais vraiment changé de pied, semble toujours aussi déboussolé, improvisé. Alors certes, aujourd'hui, on échappe au confinement, mais on a l'impression qu'il y a un confinement des esprits, un confinement des intelligences qui s'est imposé. Bref, pour vous, quelle est l'issue de cette crise sanitaire? C'est une crise terrible parce qu'on nous supprime toutes les libertés. Le président dit qu'on va faire une injection tous les 6 mois. Mais je pense que ça va se casser la figure à un moment donné. Ils sont tombés dans la démesure, ce que les philosophes grecs anciens appelaient l'hubris, et que cette démesure qui a souvent dévoyé dans l'histoire des tyrans, ça ne peut pas durer éternellement parce que ça va basculer. Et je pense qu'aussi les Français, pas tous encore malheureusement, ouvrent de plus en plus les yeux. Les jeunes, on leur a dit qu'ils allaient retrouver la liberté avec 2 doses de vaccin. Ils voient qu'ils sont toujours pas encore confinés, mais ça va bientôt venir. Mais ils n'ont pas retrouvé leur liberté. Ils peuvent pas aller en boîte de nuit, ils peuvent rien faire. Franchement, je ne pense pas que cette situation puisse durer éternellement, surtout quand on voit la masse des informations scientifiques et des retours de terrain, de la parole de grands experts, de prix Nobel, de virologues, d'épidémiologistes, de gens qui ont travaillé au plus haut niveau de l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui disent